Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peaceful Mind. Aujourd'hui, on va parler de management. On va parler de la posture du manager parce qu'on sait très bien que quand on est manager, c'est un peu plus que gérer des objectifs, hein. C'est gérer de l'humain, gérer des émotions, gérer parfois ces zones de blocage afin de savoir gérer les autres et en tout cas interagir avec eux. Et pour ça, avec Francky aujourd'hui, on a la chance d'avoir Aurélie Escafre qui est avec nous. Et Aurélie, elle a créé une formation tête, cœur, corps pour les managers. Alors, tu sais bien que chez nous, chez Peaceful Mind, c'est notre credo et on croit vraiment à cet alignement de la tête, du mental, des émotions, du cœur et du corps. On a vraiment voulu t'avoir avec nous pour pouvoir partager avec notre communauté et les auditeurs ta vision de ce que c'est que être un manager aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien te poser une question pour que les gens apprennent à te connaître. Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir sur cette posture du manager? On échangeait juste avant le début du podcast sur remettre le travail à sa juste place. Donc, bienvenue Aurélie. Et Merci pour l'invitation. avec plaisir, je te passe le flambeau pour Trop content de t'avoir. Ah oui, que tu moi nous en dises plus. qu'est-ce qui a fait que je me suis mis à me poser la question sur le cadre? C'est que je suis depuis toujours une femme qui a besoin de beaucoup apprendre, comprendre. Et dans ma carrière, j'ai énormément changé de poste parce que j'ai vraiment un désir de curiosité, d'apprentissage qui était très fort. Et pour moi, c'était OK. Je bossais beaucoup, je changeais de poste, je me remettais en question, j'avançais. Et c'était un truc qui m'épanouissait. Jusqu'au jour où je pars en vacances, c'était il y a 4-5 ans, je suis en train de préparer les valises. Et mon fils me regarde et me dit: «Mais maman, mais tu vas prendre ton téléphone noir et ton ordi?» Je dis: «Bah oui». Il me dit: «Mais maman, c'est les vacances». J'ai dit: «Oui, mais bon, mais tu comprends, j'ai encore des trucs». Il m'a dit: «Maman, c'est les vacances, en fait». Et là, je me suis dit: «OK, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre. Mon travail est hyper important dans ma vie, mais est-ce que le cadre que je lui donne aujourd'hui, est-ce que c'est OK ou c'est pas OK?» Et là, je me suis aperçue que si moi je vivais ça, il y avait forcément d'autres personnes autour de moi qui vivaient la même problématique de cette idée de où est-ce que je mets le cadre, où est-ce que commence le travail et où est-ce que je fais s'arrêter mon travail. Mais finalement, à ce moment-là, pour toi, c'était pas un problème, puisque tu le vivais, c'était ton quotidien, tu étais dans ce rythme. C'est le regard de ton fils, ou en tout cas un regard extérieur, qui t'a fait faire un pas de côté et qui t'a fait dire, est-ce que ce commentaire est juste? Et parce que c'était ton fils, peut-être que c'était important, mais est-ce qu'aujourd'hui, les managers que tu croises ou ceux que tu formes, ils se posent vraiment cette question du cadre? Ben, je pense qu'ils ne se la posent pas, sauf le jour où ils sont soit en échec très fort, soit parce qu'ils s'effondrent, parce que le travail les a mis à terre. Et c'est là où on se pose la question du cadre, mais trop tard en fait. Sauf que autour de nous, et je pense qu'on peut être comme ça tous les trois, il y a plein de gens, plein de managers qui font plein de trucs en se disant si je fais, ça va aller mieux. Et cette histoire-là de quel est le cadre que je mets à mon travail, tu te poses rarement la question, sauf si quelqu'un t'y force. C'est-à-dire, moi, mon fils, ou ton compagnon ou ta compagne qui te dit, bah là, tu travailles trop, en fait. C'est pas possible, en fait. Ce n'est qu'un travail. Ou alors, tes collaborateurs qui trouvent que t'es pas à l'attendu parce que peut-être tu ne remplis pas la fonction qu'ils attendent. Mais c'est pas forcément que tu es un mauvais manager. Je pense que c'est forcément et très souvent une histoire du cadre. Qu'est-ce que je vais cadrer dans mon travail et qu'est-ce que je vais porter et qu'est-ce que je vais surporter. Et moi, c'est ce que je faisais beaucoup. Je surportais, alors qu'en fait, il aurait peut-être simplement suffi que je cadre juste mon taf. Et quand tu dis, par exemple, mes collaborateurs, mon équipe, je réponds pas à leurs attentes, qu'est-ce que, aujourd'hui, si quelqu'un vient te voir et te dit ça, est-ce qu'aujourd'hui, la fonction de manager, parce que c'est vrai, on le remarque, en tout cas, moi, je le remarque, tu es dans un poste, tu es bon, tu avances sur l'échelle sociale, sur ton échelle professionnelle, et puis un jour, tu arrives à un step où le next step, c'est t'es manager. On en parlait juste avant, tu me disais, des fois, il y en a un, ils se retrouvent de manager du jour au lendemain, alors qu'ils ne l'ont pas demandé, et surtout, ils ne sont pas prêts. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le rôle du manager, il est vraiment défini, ou il y a plusieurs définitions de ce qu'est un manager en entreprise? Je pense qu'on est énormément, et on en parlait à midi, moi ça m'est arrivé, dans une entreprise dans laquelle je travaillais, on a recruté 2 nouveaux collaborateurs. Le vendredi, mon responsable me dit: «C'est super, on a 2 collaborateurs qui arrivent lundi». On est vendredi midi, hein. Il me dit: «C'est toi qui vas gérer l'équipe».
Je fais: «Mais comment ça?» «Bah oui, bah, tu es là depuis le plus longtemps. C'est toi la plus senior». Donc j'avais adoré ce terme, mais c'était la réalité. Entendu, tu es vieille, ils sont jeunes. Tu es forcément le manager et du vendredi au lundi, je me suis retrouvée à les manager, mais sans rien, en fait. Et il y a énormément d'entreprises encore où on pense qu'un bon expert va devenir un bon manager. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément parce que tu es un bon expert dans ton taf que tu pourras être un bon manager. Et d Et on doit former, en fait, les managers. Et pour répondre à ta question, l'usage même du terme manager, moi, il me questionne, en fait. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas de manager, en fait. Il y avait des responsables d'équipe, il y avait des chefs d'équipe, et il y avait une notion derrière de cadre et de règles. La fonction managériale, du coup, c'est hyper utile à utiliser quand on n'a pas trop des contours clairs et qu'on va rajouter une fonction managériale très souvent à quelqu'un qui a un taf par ailleurs, qui continue à faire de la production sur son métier. Donc c'est là aussi que le flou se crée dès l'usage même du terme de manager, parce qu'on va rajouter une fonction à un métier qui est existant. Or, manager, c'est un vrai métier. Mais manager, c'est pas tout simplement une traduction anglaise de responsable? Pas Ouais, mais une... dans les faits, Ouais. tu as plein de métiers où, si tu demandes à quelqu'un, OK, bah, en fait, c'est quoi ton job de manager? Ils vont commencer par te dire leur expertise. Et ils vont te dire, ouais, et puis en plus, je gère l'équipe. Mais ça veut dire quoi, gérer l'équipe? Ça veut dire que tu gères leur objectif, ça veut dire que tu gères leur carrière, ça veut dire que tu gères leur bien-être. On ne met rien de très concret, mis à part ce côté manager. Parce que tu l'as bien dit, c'est vraiment une vraie traduction américaine, mais qui fait qu'aujourd'hui, notre droit du travail et la manière dont la plupart des entreprises sont structurées, il n'y a pas ce truc de manager interservice. et donc la définition même du périmètre, finalement, du rôle du manager, n'est pas claire auprès de l'équipe, ni auprès du manager lui-même. Bah ouais. Où il faudrait que chaque fois que quelqu'un devient manager, définisse lui-même son propre périmètre. Oui, en fait, il faudrait se poser la question de pourquoi je crée une fonction managériale à cet endroit-là. À quoi elle va servir, en fait? À quoi elle sert au niveau du collectif? Parce que là, on raisonne sur le manager et son périmètre, mais le manager et son périmètre, c'est plein d'autres petits périmètres à côté, et c'est quelque chose de collectif, c'est une organisation en système. Donc, si je décide de créer une fonction managériale là, peut-être que c'est pas à moi de créer mon contour, mais c'est que l'entreprise qui m'emploie, elle sache de manière consciente pourquoi elle a créé cette fonction managériale. Et pourquoi là, il y a besoin d'un manager à ce service-là et pas à un autre Bien endroit. sûr que ça vient de l'entreprise, mais si pour le manager c'est pas clair, c'est à lui aussi de poser sa question de manière à avoir des contours clairs et Ah qu'il oui, puisse gérer au mieux ses collaborateurs et à l'inverse, au niveau de son équipe, de pas avoir de feedback déceptif, puisque finalement pour eux il remplit pas la fonction, mais en même temps pour lui la fonction n'est pas claire. ouais. Bah, ce qui est hyper compliqué, c'est que si tu te questionnes pas toi-même, tu te poses pas la question de quelle est ma posture de manager, en fait. C'est quoi être manager pour moi? Et en fait, ça commence par là. Si toi-même, t'es pas très au clair de ce que c'est pour toi être manager, quel est ton cadre, quelles sont tes limites, c'est très compliqué pour les gens qui travaillent avec toi de savoir comment ils se positionnent par rapport à ce cadre si toi-même, tu ne sais pas Oui, quel cadre tu vas mettre. Et donc C'est un peu ésotérique comme truc, mais en fait, le truc de manager, ça part de là. C'est quoi, moi, en fait, ma fonction aujourd'hui dans cette entreprise? Comment je vois mon rôle? comment je veux incarner ma posture de manager. Ben ouais. Parce que Et, si j'ai pas de règles, si j'ai pas de périmètre en face, les gens avec lesquels je travaille, ils n'ont pas de référence, en fait. et aujourd'hui, donc sur la formation, j'aimerais bien que tu nous expliques en détail cette approche que tu as, donc tête, cœur, corps pour moi, manager, quelle est ma posture, quelle est ta méthodologie de travail, par quoi ça passe. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que moi-même, d'abord, ça part du moi en tant que personne, quel manager j'ai envie d'être, où sont mes limites, où sont mes champs de compétences. Comment ça se passe alors, la formation que tu as imaginée? Déjà, je l'ai imaginé en partant d'un constat qui était aujourd'hui, on va former à la tête du manager, c'est-à-dire on va lui donner des outils, on va lui donner la théorie, on va lui dire la fonction managériale, c'est ça. Donc c'est super. Comme moi j'étais avant, j'acquiers une nouvelle connaissance, j'acquiers un nouveau savoir-faire, mais je ne le mets pas en pratique en fait. Donc moi je me suis dit, le premier élément c'est déjà que le manager réfléchisse à sa posture, ok? Qui je suis, qu'est-ce que je cherche dans ce travail et quel est le cadre que je mets. Et tous les modules de formation qui vont suivre, ça va permettre de répondre à leur tête parce qu'on a besoin d'outils pour manager, mais ça va aussi leur donner l'opportunité d'expérimenter par leur corps concrètement qu'est-ce que ça veut dire par exemple de recadrer quelqu'un. Je pense qu'on va en rappeler, en On va reparler, tester. on va tester. Qu'est-ce que ça veut dire motiver un collectif en fait. Si j'ai jamais incarné cette façon d'être et cette posture, je vais avoir du mal. Et surtout,
un manager, c'est un humain, en fait. Donc, il va être traversé d'émotions. Tu peux pas former et accompagner quelqu'un à son métier si tu l'aides pas à réfléchir à, OK, quand je vais recadrer quelqu'un, je vais forcément être traversé par des émotions. Pas forcément positives de prime abord, sauf qu'elles existent et elles sont là. Si j'apprends pas à les accueillir, si j'apprends pas à les comprendre, le jour où je vais me mettre en position, où je vais être dans cet entretien de recadrage, par exemple, ben, si j'ai pas géré, ça va me traverser. Et généralement, c'est là où ça pêche. C'est qu'on va aller toucher soit uniquement la tête, des fois un peu le corps, vite fait, en faisant quelques expérimentations, mais jamais on va parler d'émotion dans une fonction managériale ou très peu. Et par exemple, aujourd'hui, donc quand tu dis ça, c'est quoi? C'est les premiers modules de formation, c'est apprendre à se connaître soi-même, c'est-à-dire savoir qui on est, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous forcément à l'aise dans la prise de parole, dans le recadrage, comme tu dis. Tu as des gens qui aiment bien faire la paix à tout niveau et par exemple, parfois trancher, c'est pas simple, face à des caractères qui peuvent être plus bourrus, plus cash ou plus timides. Donc ça passe, est-ce que ça passe par ça? Qui je suis, quel type de tempérament, quel mode de communication j'ai, pour ensuite avoir une posture qui est complètement adaptée à qui je suis. Ouais, il y a déjà qui je suis et quelles sont les peurs qui me traversent, en fait. Quand dans une équipe, tout va bien, que les gens sont épanouis, sont heureux, les résultats sont là, tu entendras rarement un manager qui va dire: «Ah, franchement, j'ai pas du tout envie d'aller bosser lundi». Par contre, quand tu as une entreprise où ça commence à se crisper, soit au niveau des résultats financiers, soit au niveau du climat, c'est là où en fait on va aller se questionner. Donc déjà, c'est de leur dire à eux et à elles, de quoi tu as peur en fait. Qu'est-ce qui te fait peur dans ton métier de manager? Est-ce que tu as peur de pas plaire? Ouais, ben scoop en fait, tu vas jamais plaire à tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être en résistance par rapport à ce que tu vas leur dire? Oui, forcément, parce que manager, c'est cadrer. Et donc personne aime être cadré. Tu peux cadrer de manière plus ou moins subtile, plus ou moins adaptée, mais personne aime être cadré en fait. Enfin, je sais pas, toi tu sais, quand J'adore me faire toi, recadrer. t'es particulier. Mais c'est rare qu'on me recadre, donc du coup, je peux pas Non, tout. mais la vraie question, tu vois, tu disais par quoi on commence, en fait, c'est oui, comment je vois mon job de manager et qu'est-ce qui te fait peur dans ce métier de manager? Parce que souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est parce qu'on a des croyances. Alors, elles peuvent être nourries depuis très longtemps. On peut se les cacher en se disant: non, mais moi, je suis pas comme ça. Le syndrome de l'imposteur, je connais pas du tout. Je suis hyper successful. Tout va bien dans ma vie. Ouais, mais on a tous des peurs, en fait. Donc, si tu les mets sous le tapis, elles ressortiront toujours au moment où tu n'as pas prévu. Donc, vraiment, le début de la formation, c'est ça. C'est qui je suis, comment je vois mon métier, qu'est-ce qui me fait peur. Et ensuite, il y a un ensemble de techniques et d'outils qui existent pour apprendre à communiquer de manière différente, pour sécuriser sa prise de parole. C'est pas facile de prendre la parole dans une réunion, par exemple, même si c'est une réunion classique de salut, comment tu vas, on en est là des chiffres. Il y a des personnes pour lesquelles c'est très facile et d'autres, c'est très complexe. Donc, il y a un axe sur la prise de parole. Il y a aussi un axe sur tout le côté comment je fais pour parler de chiffres. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, elles sont là pour faire du business, en fait. Donc, évidemment qu'on a tous envie de faire du business dans une entreprise où il y a une super ambiance, où tout se passe bien, où tout le monde est bienveillant et c'est génial. L'objectif d'une entreprise, c'est quand même de faire du business. Donc, si moi, je suis manager, je dois aussi les accompagner et je dois être garant de cet aspect business de manière hyper cool, hein, Mais tout je suis dépend là. aussi dans quel type de fonction tu te trouves, hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les chiffres, ça marche beau. Enfin, il y en a partout, certes. Donc, c'est des chiffres adaptés à la direction dans laquelle tu te trouves. Si tu es au service formation ou au service sales ou au service marketing, typiquement, tu n'as pas forcément les mêmes chiffres qui remontent. Donc, quand tu dis être capable de parler des chiffres, c'est être capable de quoi? De parler des chiffres de la société, où est-ce qu'elle en est, ou de définir des KPI auprès de ton équipe, que ce soit des KPI de performance chiffrée, d'objectifs de delivery dans le temps, de qualité de prestation. Qu'est-ce que tu entends par chiffre? Ben, tout est chiffrable, en fait. Tout est chiffrable. Ouais, tout est KPI, en tout fait. est KPI, en fait. Tu peux être un organisme public et faire de l'accueil. Si tu veux savoir si les clients sont satisfaits, donc tes usagers, tu dois réfléchir à qu'est-ce qui fait que ce service est rendu. Oui, c'était commercial, ça va être plus immédiat. On va savoir combien d'appels tu as passé, combien tu en as closé, combien ça a rapporté de chiffre d'affaires, quelle est la marge brute et tout. Mais en fait, dans tous les métiers, on peut piloter. Et le chiffre, il a une mauvaise, il a une mauvaise presse parce qu'on se dit, si je parle de chiffre, ça veut dire que je parle pas d'humain. Bah en fait, non. Mais comme dans le recrutement, par exemple, tu ne peux pas t'améliorer et tu ne peux pas mesurer si tu n'as pas des chiffres.
si tu n'as pas des données factuelles qui te permettent de savoir aujourd'hui on est là, on a envie d'aller là, quel est le chemin et comment je vais faire pour accompagner ce chemin. Et aujourd'hui, tu observes qu'il y a beaucoup de managers qui ont du mal à prendre la parole sur le chiffre. Ouais. Ben pourquoi? Parce que c'est ce qu'on se disait au début, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à ce que le manager ne soit plus le chef, ne soit plus le garant, ne soit plus le cadre. Qui parle du chiffre? C'est le PDG, ou c'est la direction financière, ou c'est la DG. Le chiffre dans le sens où qu'est-ce que je dois délivrer dans mon service, dans mon action et dans mon collectif, ben, c'est pas facile à aborder, mais pour personne en fait. Tu as des gens qui vont dire ah, moi, pas de problème, je parlais du chiffre d'affaires. Oui, peut-être que tu parles du chiffre d'affaires en tant que tel, mais comment tu accueilles le retour que vont avoir tes collaborateurs? Ouais, donc c'est plutôt dans la confiance que tu peux avoir et de ce que tu mets autour de ce mot chiffre. Oui. Et le chiffre, c'est pas sale en fait. Enfin, toutes les organisations collectives, elles sont là dans un objectif chiffré. Chiffré ne veut pas dire financier, mais tout le monde met en place des actions pour arriver à un résultat. Ouais. Si la notion chiffre, tu vois, elle est crispante, c'est OK, Ou moi, mon résultat. collectif, il est là, il veut aller là. Quel est le chemin que je vais parcourir? Donc après, donc tu disais la posture, moi ce que je veux, ce dont j'ai besoin, comment je me positionne. L'apprentissage à la prise de parole. Comment parler chiffres ou résultats, en tout cas avec mon équipe. Tout à l'heure, tu disais qu'on est en expérimentation, donc il y a des outils qui sont stratégiques et des outils concrets d'aide à la posture de manager. Qu'est-ce que c'est dans cette formation, les cas concrets, comment les gens les expérimentent et à quel moment et quel retour tu as? Tu vois, parce que là, tu dis, il y a de Mhm. l'apprentissage, j'utilise un outil pour apprendre à mieux me connaître, que je peux utiliser un outil comme le disque, comme plein d'autres choses, développer ma pensée critique sur les chapeaux de Bono. Enfin, voilà, c'est des outils qui existent et que tu peux utiliser. Mais une fois que tu les mets en expérimentation pour que ça redescende dans le corps, finalement, je peux apprendre à jouer au basket, si tu veux, à travers une vidéo Ouais, sur une console. sur console ou sur une vidéo, je veux dire, sur le web. Ouais. Maintenant, si je vais sur un terrain et que je joue au basket, c'est pas la même chose. Donc, c'est un peu ça que tu fais. C'est-à-dire qu'à un Oui. moment donné, l'expérimentation, elle redescend vraiment dans la matière. Ouais, sur faire des mises en situation Exactement. concrètes, par C'est exemple. ça. Sur de l'entretien de félicitations, parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de recadrage. Mais en fait, des fois, les gens, ils ont énormément de mal à féliciter leurs collaborateurs. Parce que féliciter, ça veut dire que moi aussi, je me mets en position de vulnérabilité. Pour certains managers, hein. Pour certains managers, c'est compliqué d'aller féliciter quelqu'un parce qu'on se dit, ouais, mais si je le félicite, il va forcément me demander quelque chose. Il va me demander une rémunération, il va me demander une augmentation, il va me demander plus de trucs. Alors qu'en fait, tout le monde a besoin et tout le monde a un ressort de reconnaissance qui est hyper fort. Donc ça aussi, tu vois, on va s'entraîner à l'entretien de s'entraîner à l'entretien de félicitations. Quand j'ai conçu la formation, évidemment que je me suis dit, le recadrage, ça va faire flipper tout le monde. Jamais je me suis dit, un entretien de félicitations, ça va les stresser. Je sais, mais c'est hyper cool. Tu dis à quelqu'un, écoute Francky, depuis les 3 derniers mois, on a mis en place tel plan d'action. Tu as réussi, tu as même été au-delà. Génial, bravo, félicitations. Pour moi, c'était une mise en situation concrète où donc, comment ça se passe? Il y a un manager qui joue le rôle du manager, un manager qui joue le rôle du collaborateur et un observateur. Et ensuite, on change les rôles et on se dit à la fin, OK, qu'est-ce que j'ai vécu moi en tant que manager? Qu'est-ce que j'ai vécu en tant que collaborateur? Comment j'ai reçu ton message? Comment j'ai reçu ta félicitation ou ton recadrage? Et bien franchement, l'entretien de félicitations, ça a été un des plus durs à mettre en place. Alors que franchement, je pensais que ça allait être un plus exercice simple. hyper facile. Bah ouais, Mais- c'est cool de féliciter quelqu'un, quoi. Mais quelle que soit la position, c'était difficile aussi bien sur le manager qui félicitait que le manager qui recevait les félicitations ou... Et ben le manager qui recevait les félicitations, c'est là où c'est hyper intéressant. Il se dit, en fait, ça m'a fait hyper plaisir. Alors qu'on est dans un exercice Génial. virtuel, tu vois. Ouais. C'est une salle de C'est réunion, exceptionnel. ils travaillent pas dans le même service, les félicitations, ça n'a rien à voir avec leur job. Et je leur dis, ok, vous voyez en fait la graine de reconnaissance que vous avez eue là, Ouais. imaginez ce que ça va faire dans vos équipes. Dans en la fait. vraie Ouais, vie. l'impact. Hein. Voilà. Donc, tu vois, tu disais tout à l'heure, oui, mais aujourd'hui, avec YouTube, avec l'IA, je peux avoir tous les sujets. Ouais, tu peux demander à ChatGPT de te concevoir un parcours de formation. Mais il te fera jamais vivre, en fait, ce que tu peux vivre Ouais. en formation, en interaction Ouais, humaine et en mise en le situation. pouvoir de l'expérimentation. Ouais. Aujourd'hui, dans la pratique, donc là, tu parlais donc, des exercices de recadrage, les exercices de félicitation. Est-ce qu'il y a d'autres types d'exercices où tu as senti vraiment de la résistance ou de la gêne ou quelque chose de mal à l'aise ou dans le fait d'être vraiment les deux à l'opposé, recadrer ou féliciter? Est-ce qu'il y a d'autres cas concrets où les managers ne sont pas à l'aise?
Les cas où ils sont pas à l'aise, c'est le moment, et je sais pas pourquoi, parce que ça fait pourtant des années que ça existe, tu vois, c'est la période des entretiens annuels, quoi. Ah oui. Et la période des entretiens annuels, et à force de travailler avec des managers, j'ai compris aussi en voyant l'envers du décor, c'est que souvent, et ça fera écho, je pense, avec une autre notion qu'on va aborder, tu as pris des engagements l'année précédente. Quand tu arrives à l'entretien 2026, tu regardes ce que tu as mis avec ton collaborateur pardon, en 2025. Et souvent, tu t'aperçois que ce que tu avais prévu de faire, tu l'as pas fait en fait. Et tu l'as pas fait, pas forcément parce que toi, tu n'as pas voulu, mais parce qu'on t'a pas donné les moyens d'avancer. Donc, c'est un moment qui est compliqué, souvent parce que le manager, comme on a dit au début, hein, il n'a pas trop cadré sa posture, il n'est pas trop clair avec qui il est, ce qu'il veut faire, etc. Donc, c'est le moment où tout le monde se retrouve et on a l'impression que ça va être, tu vois, un pugilat C'est social, quoi. règlement de compte, en Ouais, fait. T'as pas c'est fait ce que t'as dit, t'as pas fait ce que t'as dit. oui, mais toi, t'avais dit qu'on ferait ça et on l'a pas fait, etc., etc. Sauf qu'un entretien annuel, ça se prépare beaucoup, en fait. Et c'est pas un exercice qui devrait être un exercice de pugilat. Au contraire, c'est un moment où toi et tes collaborateurs, vous avez 1 heure ou 1 heure et demie pour vous parler vraiment. Sauf que souvent, on se parle que à ce moment-là et on le refait plus de l'année, en fait. Et c'est là où l'exercice il perd de sa légitimité. Moi, c'est le fait qu'il ne soit pas, il n'y ait pas d'autres rendez-vous un peu réguliers Ouais, comme c'est ça. ça, trimestriels ou semestriels pour faire des points Ouais, où, faudrait des points où on d'étape en en est fait. chacun Ouais. de notre côté sur ta feuille de route. Ouais, il faut des points d'étape, mais par contre, ça nécessite du courage. C'est-à-dire que si je crée des espaces de discussion autres que l'entretien annuel ou le rendez-vous hebdomadaire sur les chiffres en année, il faut que j'accepte en tant que manager que peut-être mes collaborateurs, ils vont me dire des trucs pas très cool en fait. Donc il faut que moi je sois au clair Ouais. pour recevoir ce message-là. Mhm. Et ça aussi, ça vient pas comme ça en fait, quoi. Et ça, et ça, dans la formation, c'est prévu, c'est-à-dire former ces managers à la posture du courage managérial, Ouais. d'acceptation, d'écoute, et puis parfois de savoir dire je ne sais pas, peut-être, et de ne pas avoir toutes les réponses. Est-ce que lorsqu'on est tous les managers que tu peux accompagner, est-ce que tu as ce sentiment qu'on doit avoir toujours la réponse à tout? Alors, on se dit qu'on doit avoir la réponse à tout, sauf qu'en fait, on n'a pas la réponse à tout. Mm. Et je crois que l'élément le plus important, c'est qu'on n'est pas responsable de tout aussi. Mm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand les périmètres ils sont pas clairs, en fait, personne n'aime le flou en fait. Donc dès qu'il y a un peu de flou, on va le prendre à sa charge en disant ouais mais ça c'est pas vraiment moi, c'était moins N plus 1 ou moins N plus 2 ou un autre service, je vais le faire quand même parce que pour mon collectif ça ira bien. Et c'est là où ça crée de la difficulté parce que on va prendre en charge plein de trucs qui sont pas de notre ressort. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit écoute Aurélie, j'ai un problème, mon équipe est super démotivée, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire de ça, je ne sais pas comment les engager, quel conseil tu lui donnerais? Déjà, je lui demanderai, entre toi et moi, de manière purement objective et purement factuelle, est-ce que tes collaborateurs, ils ont des raisons de se désengager? Et au début, en formation, on va me dire ah mais non, mais pas du tout, chez nous tout va bien. Et quand tu creuses un peu, si factuellement, il peut y avoir des éléments. Ça peut être ouais, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui j'ai perdu la confiance d'un de mes membres, par exemple, d'un des membres de mon équipe. Ok, si tu as perdu la confiance, tu veux qu'il s'engage, mais déjà tu dois restaurer cette confiance. Il y a plein d'outils qui existent. Il y en a un qui s'appelle la pyramide de Leoncini, donc c'est en 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est la confiance. Si j'ai confiance dans mon manager et dans le collectif, je vais être capable de vraiment dire les choses. Donc, je suis ouvert au conflit. Je sais que si je sors du cadre, si je dis des choses, il est probable que ça amène au conflit, mais je suis OK. Si ce niveau il est stabilisé, je vais peut-être tenter des trucs hors du cadre, puisque j'ai confiance, je sais que le conflit, on arrive à le gérer, donc je fais un petit pas de côté, et peut-être que je développe des choses un peu nouvelles dans ma manière de fonctionner. Et si ça c'est OK, je vais prendre la responsabilité de mes actions. Et si ce 4e niveau il est OK, je vais aller sur du résultat collectif et pas du résultat individuel. Donc je dirais à ce manager, objectivement, est-ce qu'ils ont des raisons de ne pas être Ouais. engagés? Généralement, il y a toujours une raison. Et d'aller chercher quel est ce niveau-là et qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, en fait. Il y a des choses que je peux faire, moi, dans mon service, dans mon équipe. Et il y a des choses où, malheureusement, j'ai pas la main, en fait. C'est là où l'exemplarité et le courage du manager, c'est de dire, ouais, je sais, par exemple, sur l'entretien annuel, l'année dernière, je t'avais promis, déjà, on promet jamais rien à personne tant qu'on n'a pas de chiffres, je t'avais dit que tu irais en formation, je suis navrée, j'ai fait la demande, mais ça s'est pas fait cette année. C'est remis à l'objectif, en fait, tu vois, c'est remis à plus tard. Mais c'est là où ça va être hyper important d'être exemplaire dans ce que tu vas dire. Il faut avoir le courage aussi, et c'est pour ça qu'on l'apprend en formation et sur plein d'autres moyens, d'accepter d'être vulnérable et de non, en fait, je suis manager, ok, c'est moi le chef,
Je suis là pour vous encadrer, pour qu'on avance ensemble. J'ai pas la réponse à tout. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, ces profils qui viennent et qui se forment, entre le faire preuve de vulnérabilité, en tout cas de courage managérial, de dire parfois, bah là, voilà, finalement, je t'avais dit, mais ça s'est pas fait cette année, ce sera pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un conflit entre l'autorité et le courage managérial quand on est manager? Est-ce qu'on a vraiment... Tu veux dire, est-ce qu'on est obligé d'être autoritaire quand on est courageux? Non, pas forcément, non. Est-ce qu'on se dit, j'espère pas. Autoritaire, je pense que c'est jamais une bonne solution. Mais est-ce que l'autorité, ma posture d'autorité, donc de supérieur hiérarchique, de Ouais. manager, comment elle cohabite avec cette idée d'avoir du courage managérial? Putain, c'est hyper dur. Comme question? Ouais, comme question. Parce Qu'est-ce que que je pense que le mot d'autorité, en fait, on y met tous des définitions différentes, en fait. Suivant ma tolérance aux situations un peu tendues, je vais trouver que c'est autoritaire ou pas trop autoritaire, tu vois. Je sais pas répondre à cette question. La question, c'est est-ce que si tu fais preuve de courage managérial, Ouais. toi en tant que manager, enfin en tout cas dans ce que tu as pu observer, tu as peur de plus être vraiment perçu comme une figure référente d'autorité, enfin de supérieure. Tu veux dire, si je montre ma vulnérabilité, je perds mon Ouais, leadership? mon statut, exactement, mon leadership. Je pense que ce qui fait que tu perds ton leadership, c'est que tes équipes, elles croient plus en toi, en fait. Elles considèrent qu'il n'y a pas d'exemplarité, elles considèrent que tu leur vends du rêve et que c'est pas la réalité. Ça m'est arrivé dans une entreprise, par exemple, où il y avait d'énormes difficultés financières. Et le manager, à l'époque, sa stratégie, ça a été de dire tout va bien, vous inquiétez pas, c'est incroyable, on s'aime, c'est génial, on va y arriver, etc. Sauf qu'en fait, ça s'est très mal fini. Et j'aurais préféré qu'ils me disent écoutez, franchement, là, je sais pas où on va, je sais pas comment on va faire, j'ai quelques idées, c'est pas sûr que ça marche, mais si on y va ensemble, il est possible que ça marche. Si ça se trouve, on aurait périclité de la même manière, mais au moins, j'aurais senti qu'il y avait de l'honnêteté et du Oui, courage. c'est ça, c'est manque d'honnêteté, Ouais, parce que manque d'exemplarité. de courage. Ouais, et puis d'accepter une nouvelle fois que c'est pas parce que tu es le manager de cette équipe que tu es responsable de l'intégralité de ce qui se passe dans cette société. Ouais. Tu es garant en tant que manager Ouais. du cadre de ton équipe à toi. Ça revient à ce que nous disait dans un podcast, on a Nadia qui est venue et qui disait que justement la vulnérabilité était une force. Et nous partageait notamment l'expérience chez Jennifer, avant que la boîte se ferme complètement, que effectivement la vulnérabilité qui était visible des managers, c'était justement quelque chose qui soudait les gens. Et donc ça rejoint un petit peu ce que tu partages là, quoi. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de démarrer l'épisode, quoi. Pourquoi aujourd'hui c'est si difficile de montrer sa vulnérabilité, pas en tant que manager, hein, mais en tant qu'individu Ouais, tout court qui vit sur cette planète, quoi. C'est parce que tu dois toujours être un super quelque chose. Un super papa, un super compagnon, une super maman, un super sportif, un super manager. Toujours, toujours, toujours plus. Donc si la société attend ça, les réseaux sociaux ne valorisent que ça. Je suis multi-entrepreneur, j'ai 10 enfants, je fais mon pain, je mange 5 fruits et légumes par jour et je cours 120 km par semaine et je fais 200 km de nage, quoi. Ouais, mais en fait, quand tu te prends ça, tu as beau te dire ce n'est pas la réalité, ce n'est que la face visible de l'iceberg, c'est hyper dur de montrer que tu es vulnérable. Parce que ça veut dire que tu dis à tout ce collectif-là qui existe, bah en fait, moi je suis au bout. Je peux pas plus. Je peux pas plus. Je suis arrivée, je suis au Ouais, max. mais j'aurais pas une Je suis au soupe max. avec 5 fruits et légumes, quoi. Ben tant pis, tu vois. Si tu avais ça peut être sympa de passer sur des cas concrets, tu sais, Ouais. comme je te disais. Donc demain, Dis-moi. tu as le manager qui vient de te dire, voilà, il y a un désengagement, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, si tu en as un autre qui arrive et qui dit, j'arrive pas à recadrer mon équipe. C'est une catastrophe, en fait, ça marche pas. Ou je sais pas par quel bout prendre le truc, j'ai pas de résultat. Qu'est-ce que tu premier lui truc, conseilles? c'est, je vais lui dire, respire et ne recadre pas tout de suite. Parce qu'on l'a tous fait et réagir à chaud, c'est jamais la bonne C'est jamais solution. une bonne... Voilà. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est essayer de recadrer au plus près des faits. Tu le fais pas tout de suite, mais par contre, t'attends pas 3 semaines, en fait. Parce que s'il y a vraiment eu un comportement déviant, quand tu dois recadrer, on est d'accord, on part du principe qu'il y a vraiment quelqu'un qui a eu un comportement qui n'était pas adapté. Oui, c'est objectif. Ça, hein, tout Oui, ça. oui, c'est objectif, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Vraiment, il y a un truc pas OK, quoi. Si j'attends 3 semaines, qu'est-ce que va dire mon équipe, en fait? Va dire, bah, en fait, là, le manager ou la manageuse, m'a rien dit.
bah, c'est OK en fait ce comportement qui n'était pas OK de base. Elle le tolère, oui, il le tolère. Bah vas-y, c'est bon. Si lui il a fait ça, moi je vais encore plus loin. Donc ça c'est vraiment hyper important de un, je réfléchis, deux, je respire, j'y vais pas tout de suite, mais je fais au plus près des faits. Et ensuite, ce qui est souvent très compliqué, on peut prendre l'exemple par exemple de je sais pas quelqu'un qui arrive systématiquement en retard en réunion, quoi. Tu vois, tous les, je sais pas, c'est tous les lundis. Je sais pas pourquoi tu rigoles, hein, Francky. Tu Moi, te je sens pas visé. du tout, non. Alors, clairement pas. Moi, je suis toujours en avance, donc. Tu vois, tu as ta réunion d'équipe tous les lundis à 14h30, ok. Et dans ton équipe, tu as, je sais pas, David, quoi. Ça fait 3 semaines. Il arrive jamais à 14h30, quoi. Et dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se vénère parce que tout le monde est là pour être à l'heure. Et lui, il est toujours en retard et il se passe rien. La première optique, c'est de dire, franchement, David, t'abuses, ça fait 3 semaines que t'es en retard, t'es pas motivé ou quoi? Et là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Déjà, les gens vont se dire, mais c'est lunaire, enfin, pourquoi il lui parle comme ça? Ça n'a pas lieu d'être. Et ça sert à rien en fait. Parce que lui, David, il va se dire, bah ouais, ok, il est vénère aujourd'hui, il m'a dit que j'étais en retard, bah, lundi prochain, je serai encore en retard. Tu peux simplement lui dire, ok, David, en fait, en termes de faits, ça fait 3 semaines que tu arrives systématiquement en retard. L'impact que ça a, c'est tout le monde t'attend en fait, et ça désengage et ça désorganise la réunion pour l'ensemble des autres personnes qui, elles, sont là à l'heure. Mon intention à moi, c'est que désormais, toutes les réunions commencent à l'heure. Et je ne vais pas finir comme ça, je vais dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que depuis 3 semaines, tu arrives systématiquement en retard à cette réunion à 14h30? Peut-être que le David en question, il a un rendez-vous qui se finit trop tard ou il a un autre enjeu qui fait qu'il arrive en retard. Donc, je ne vais pas aller présupposer quelque chose, mais je dois lui dire quels sont les faits, quel est l'impact que ça a aujourd'hui, quelle est mon intention, c'est-à-dire quel est mon besoin et quelle est la temporalité. C'est quoi la suite en fait? Et de cette manière-là, tu évites d'aller dans un truc qui est soit émotionnel, soit jugeant, parce que souvent c'est le cas quand on veut recadrer, et surtout qui coupe la discussion. C'est-à-dire si moi je me fais recadrer comme ça devant tout le monde, franchement, j'ai pas envie de parler avec mon manager en fait. Je me sens. Donc ça crée de la distance en fait. Il n'y a pas de Ouais, compréhension. puis c'est hyper infantilisant en fait. Tu peux recadrer quelqu'un sans l'infantiliser en fait. Simplement en expliquant les faits, l'impact, l'intention que moi j'ai dans ce recadrage et c'est quoi la suite en fait pour que ça ne se reproduise pas. Et concrètement, donc quand les managers passent à travers cette expérimentation donc, de cette posture tête, cœur, corps, moi où j'en suis, mon équipe et moi, donc c'est de la conscience de soi au collectif. Ouais, la conscience en fait, collective, à la exactement. conscience collective. Avec quoi ils repartent? Qu'est-ce qui a changé entre avant de venir et à la fin de la formation? Ce qui a changé, en tout cas j'espère, hein, parce que tu vois, je parle pour eux, c'est hyper virtuel comme exercice. Ce que je vois moi en tout cas entre un premier jour de parcours et un dernier jour de parcours, c'est d'avoir compris que, je ne suis pas responsable de tout. Et ça, c'est hyper important. Que je ne suis responsable que du cadre que je donne à mon job. Et bien souvent, j'ai appris que je faisais plein de trucs pour me rassurer ou pour rassurer ma posture qui était vacillante, alors qu'en fait, j'ai pas besoin de le faire. Mon équipe, elle peut le faire sans moi, en fait. Et j'ai pas besoin de tout faire pour être le manager idéal ou le manager parfait, ou en tout cas, le manager qui correspond à mon équipe. Aujourd'hui, quand tu as un manager, par exemple, qui fait tout, est-ce que tu as des cas concrets, d'exemples sur un manager qui fait à la place des autres, un manager qui saurait bien recadrer par exemple, j'en sais rien, moi, un vendredi soir en fin de semaine, tu dois aller récupérer tes Ah enfants bon, on à en a l'école. parlé de Tes ça. enfants à l'école. J'avais un manager que j'accompagnais, et je ne sais pas pourquoi, dans son équipe, systématiquement, il y avait quelqu'un qui venait le vendredi à 17h30, voilà, en sachant pertinemment que c'est la fin de semaine, que tu dois récupérer tes gosses, etc. Et systématiquement, il me disait, il vient tous les vendredis avec un gros sujet qui est pour le lundi ou le mardi. J'ai dit, ok, et qu'est-ce que vous faites? Il dit, je prends le dossier, je travaille dessus le week-end, et le lundi, on en reparle. J'ai dit, ok, mais pourquoi vous faites ça, en fait? Parce qu'en fait, là, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants à récupérer à l'école. Oui, ok. Et donc, vous lui avez dit, non, je suis manager. Je lui ai dit, t'es pas manager H24, en fait. Et lui, par exemple, je lui ai dit, ok, quand ça arrive, ça, dites-vous, pourquoi tu prends ce dossier le week-end chez toi? Pourquoi tu poses pas des limites à ce moment-là et de dire, j'entends, ce dossier, il est pour mardi. Là, j'ai pas le temps, c'est la fin de la semaine, je vais aller récupérer mes enfants, on en reparle lundi. La Terre va pas s'arrêter de tourner si pendant un week-end, ce dossier est resté, posé sur un bureau ou dans un drive. Et alors, quand tu lui dis ça, il l'accueille comment, lui? Il me dit, n'importe quoi, ça marchera jamais, jamais j'y arriverai. Je dis, essayez. Qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer, en fait? Et c'est plein de micro-ajustements. Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, en tout cas, moi, j'irai toujours contre ça. Il y a énormément de gens qui culpabilisent le manager en disant, t'as qu'à faire ça, il faut faire 5 méditations par jour, il faut manger des fruits et des légumes, il faut être bienveillant, il faut être machin, ok? En fait, tu vas pas tout changer. Tu peux faire des micro-ajustements. Tu peux faire ça, te dire, toutes les semaines, par exemple,
Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui était OK et je continue. Qu'est-ce que j'ai fait où j'étais pas OK et se prendre du temps pour se poser avec soi-même. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on me dit souvent en début de formation. Je leur dis, vous bloquez une demi-heure par semaine où vous réfléchissez à ce qu'on a fait en formation, quels sont les outils que vous pouvez mettre en place, que vous voulez arrêter, Utiliser. etc. Ils me disent, une demi-heure, mais jamais de la vie, j'ai pas le temps. J'ai dit, Bah, c'est comme Vous toi, en êtes fait, sûr c'est est-ce qu'il faut Bah, tu prendre vas le les temps? trouver en Ouais. fait, les demi-heures. Et au final, ça devient un rituel qui est important parce que c'est leur moment à eux, c'est leur moment de respiration et de respiration au sens Ouais. figuré, merde, au sens figuré du terme, le moment où ils réfléchissent vraiment à qu'est-ce que je peux faire, comment je me situe, où est mon cadre, est-ce qu'il est OK, est-ce qu'il n'est pas OK. Est-ce qu'il y a une croyance sur le management que tu aimerais Mais voir t'as piqué ta disparaître? question. T'avais une question? Ouais, c'est pas grave. Vas-y alors. Bah non. Est-ce que tu as une croyance sur le management que tu voudrais voir disparaître? Une seule. Oui, au moins une, allez. Ah, j'en ai plein, j'en ai deux. La première, c'est tout le monde peut devenir manager. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Ça, c'est un truc dont je suis intimement convaincue, mais c'est ce qu'on se disait au début du podcast. Sauf qu'il y a énormément de boîtes où ça fait X années que tu es à ce poste-là. Bah, la suite, c'est tes managers. Point. T'as pas le choix. Tellement pas. Voilà. Et du coup, c'est terrible, quoi. Ah ouais. Parce que ça crée des... Bah, tu vois, ça crée aussi la génération des jeunes d'aujourd'hui, et je pense de nos enfants quand ils seront en âge de travailler, où en fait, la fonction managériale, elle génère chez les jeunes un dégoût qui est phénoménal. Tu n'as jamais eu autant de diplômés d'école de commerce et de management qui ne veulent pas être managers, quoi. Tu vois, qui rejettent la fonction managériale. Donc, ça dit quand même beaucoup ce truc-là. Donc, un, tout le monde ne peut pas être manager. Et deux, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tu peux pas devenir manager en un week-end, en fait. Tu dois être formé. C'est un métier, manager. C'est pas un truc que tu fais entre deux portes. Alors, si, tu peux le faire. C'est ce qu'on se disait à Mais midi. comment tu le fais? Tu peux, en fait. Tout le monde peut devenir manager sans formation. Par contre, tu risques vraiment de créer des gros dommages dans tes équipes, quoi. Et si un manager qui écoute là notre échange, notre conversation, vient te voir demain et te dit « Ok Aurélie, je veux travailler sur ma posture. Quelle est ta recommandation? Quelle est la première action que tu leur recommanderais de faire? Je dirais, la demi-heure dont on vient de parler, là, toutes les semaines, tu te prends demi-heure et tu fais un exercice qui est hyper simple, qui s'appelle le go et le stop. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait dans mon job de manager qui était OK? Je suis OK avec ça, je suis alignée, je me suis sentie bien, j'ai senti que ça avait de l'impact, j'ai senti que moi, les émotions qui me traversaient, j'étais OK, je le garde. Et de la même manière, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine où c'était pas OK? Soit pour mon alignement, soit pour mon équipe, soit pour ma posture, soit pour mes valeurs. Et ça, je sais que c'est pas bon, en fait, c'est le stop, j'arrête. Et tu fais ça toutes les semaines. Tu écris, et c'est hyper important d'écrire avec un stylo et pas une note dans son téléphone. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas écrire, plus tu vas ancrer les choses, en fait. Et si tu te dis, j'ai un cahier dans lequel j'écris ces trucs-là, ça reste, en fait. Donc, c'est ça que je dirais à ce manager qui veut travailler. Après, je lui dirais d'écouter tous les podcasts de Peaceful Mind, quand même. Mais ancrer les choses, il y a encre aussi, hein, comme de l'encre. Ouais. Ça Putain, j'avais s'écrit pas pas pensé à pareil. ça. Non, mais j'ai eu un flash. Ouais, ok. Bon, je peux une dernière question? Allez, dernière question. Selon toi, c'est quoi la qualité humaine la plus importante quand tu es manager? La qualité... C'est hyper dur, je vais en choisir une seule. Moi, Vas-y. je dirais l'écoute. Je sais pas pourquoi c'est l'écoute qui me vient en premier. C'est mais- l'écoute qui Ouais. viendrait? Ouais. Je pense que je dirais que c'est le fait... Alors, c'est pas une qualité, ça va être une phrase, mais le fait d'accepter que personne n'est parfait, en fait. Et que tu pourras jamais être à 100% de la perfection. Parce que la perfection, ça ne s'atteint pas, ça n'existe pas. Donc, je pense que la qualité principale que tu dois avoir, c'est de te dire, peut-être que je ne serai jamais à la hauteur, peut-être que je ne serai jamais parfait. Et d'avoir la capacité de te dire, c'est OK. Ouais, Je fais après, de moi, mon je mieux. te dirais l'acceptation dans ces cas-là. Puisqu'en fait, la perfection, c'est très personnel comme vision. C'est-à-dire que tu pourrais être parfait selon tes critères. l'acceptation. Bah, Ouais, accepter peut-être tel, accepter tel qu'on Oui, accepter accepter tel ta qu'on- vulnérabilité. accepter tel qu'on est. Faire de son Ouais. mieux. Accorde-toi le tech. Ouais. Ouais, faire de son mieux. Ouais, C'est faire de ça? son La mieux, meilleure c'est pas qualité, mal. faire de son mieux? Allez, Ouais, faire de son mieux. Allez, je valide faire de Tu valides faire de son mieux, ok. Ben, merci beaucoup. Ben non, merci à vous. Merci à toi. Ouais, Pour c'était cette, super intéressant. Rencontre, c'était trop chouette. J'espère que ça Aussi. va donner à beaucoup de managers.
Bah, Yes. j'espère en tout cas. En tout cas, Ouais. les aider à mettre le cadre. Parce que c'est ça en fait, on a commencé là-dessus, ce serait chouette de finir là-dessus, je pense. De Ouais. dire, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait quel est le bon niveau qu'on doit accorder au travail. Peut-être c'est juste que chacun se dise, avec moi-même, tu vois, je suis OK, mon job il est là et c'est la place qu'il doit avoir. Et je suis OK avec ce cadre-là. On va À terminer avec méditer. une petite méditation quand même. Merci Francky. Ouais. Ah ouais. À quoi t'as pensé pour Ouais, j'ai aujourd'hui? pensé- Je suis en hyper, fait, je suis hyper Tellement, impatiente. là, je me sens tellement à l'aise que j'ai pensé à une méditation OK. qui s'appelle la respiration whisky. Alors, J'adore. pourquoi whisky? Parce que cette formation que j'ai eue il y a quelques années, en fait, whisky, parce qu'en fait, c'est juste pour se rappeler que c'est une technique qu'on peut pratiquer. Et ce que j'adore, c'est que Déborah, on n'a pas commencé la méditation, elle est déjà en train de bailler, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'elle est bien, elle est C'est détendue. le mot elle est méditation. bien. Le mot Ça, il y méditation. a un bouton qui s'enclenche. Ouais, tu vois, c'est ça en fait. Dès que tu prononces méditation, ça marche. Parce que un whisky, bah, généralement, moi j'en bois pas personnellement, mais c'est quelque chose qu'on fait pour se détendre le soir, en fin de journée, pour se passer un bon moment. Ok. Donc cette respiration-là, elle est très simple. En fait, elle va nous mettre dans un état hyper relaxant. Et on va respirer, on va inspirer. Et lors de l'inspiration, donc on inspire toujours par le nez, on va compter 1, 2, 3, 4. Je vais le faire avec vous. Et lorsqu'on expire, alors on peut expirer soit par le nez, soit par la bouche, en essayant comme si on avait une paille. Donc on choisit. Hein. Et par contre, on va compter 8. Donc l'expiration va être le double de l'inspiration. Du fait que cette expiration... J'ai rien Ouais, écouté. je- J'ai rien écouté. Ok, je vais vous laisser. Vas-y. Donc en fait, c'est on De- inspire 4, on on expire inspire 8. huit. 4 et on à expire 8. 8. Et en fait, le fait d'inspirer 4 et d'expirer 8, on envoie le message à notre corps et à notre cerveau que tout va bien. Parce que généralement, Encore. quand on est stressé, quand on est oppressé, on a déjà du mal à inspirer. Donc si on a du Ok. mal à inspirer, ben, on va avoir du mal à expirer. Ok. Bon, on Ok. essaye quand même ou... Ouais, Vas-y, allez, go, on go, essaye, go, on go. essaye. Allez, c'est parti. Bon, déjà, on prend une position confortable, bien entendu. On peut faire des petits étirements si on le souhaite. On commence par 3 grandes respirations, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et on le fait à son rythme. Et sur la 3e et dernière expiration, on se vide complètement les poumons jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout, du tout. Puis on prend une respiration naturelle. On inspire par le nez et on expire par le nez ou par la bouche, peu importe. Et maintenant, on va se préparer à mettre en application la respiration water. Donc on Ah, whisky. Hein. Whisky, pardon. Whisky, oh là là, Tu ouais, m'as t'as vendu raison. du rêve. Pardon, Punaise. respiration whisky. T'as vu le truc, ça, ou quoi? Ah, tu suis bien. Bah, quand même. D'accord, donc on s'apprête à mettre en application. Moi, je voudrais la respiration de gin tonic. Et Ah ouais, c'est cette pas mal. session de méditation est exceptionnelle. Attends, la ginto Je pense sans que c'est une alcool, grande s'il te plaît, quand première. même. On peut pas non plus faire la promotion de l'alcool. Le Virgin Ginto, vas-y. Virgin Ginto, c'est parti. On se prépare pour inspirer. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 1, 2, 3, 4. Poumon plein. On expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3 et 4. Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On le fait une dernière fois. On inspire. 1, 2, 3 et 4.
Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on reprend une respiration naturelle. On reste immobile pour le moment, les yeux fermés. Et on va prendre un court instant pour observer. Observez comment vous vous sentez physiquement, observez comment vous vous sentez mentalement. Et lorsque vous vous sentez prêt à votre rythme, tout en restant immobile, on va commencer par délicatement ouvrir les yeux pour se reconnecter visuellement avec la pièce dans laquelle on est installé. Et ensuite, on peut commencer par s'étirer, bâiller. Et alors, petite question pour Aurélie. Quel est le premier mot qui te passe par la tête sans filtre? Whisky? Whisky. Essaye de parler pour voir si tu parles lentement. Ah non, ça va pas marcher. Et toi, Francky? Moi, je me sens bien, C'est bien, Bien. non Ouais, Ok. reposé. détendu. Bah, c'est merci, cool. Francky. Merci à vous. Merci Aurélie. Francky, bah, merci à vous. T'as failli nous avoir sur la respiration. Ah on était ouais, parti sur sur la un water. whisky, Ouais, on a non, fini c'est par moi. un verre d'eau. Ouais, un verre d'eau. non, c'est toutes mes Et confuses. par le gin tonic. T'as vu, il a essayé Toutes mes de- confuses. Ouais, Ouais. J'ai essayé de faire En un tant que manager, en tant que manager de la session, il coup était de pas snake. totalement. Ouais. coup de hein snake. Il s'est laissé. Je me suis laissé aller. Ouais, il s'est laissé défocuser Lâcher. par ses équipes. Lâcher prise complet. Et puis pour terminer, comme toujours, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis on va avoir la chance également d'avoir Aurélie qui va participer à un Q&A dans la communauté Peaceful Mind. Donc Q&A, question and answer. Donc vous pouvez poser vos questions à Aurélie. On mettra plus de détails en description du commentaire. Merci à vous. Merci Aurélie. Aurélie, merci Merci, Francky. Déborah.